La question des réfugiés et des déplacés, ça a toujours été, hein, et de plus en plus, puisque sur notre continent, les conflits, les guerres et les tensions ne se démentent pas. Donc la question des réfugiés et des déplacés est plus que jamais une question de tension, de fracture. Et il semble que dans notre quotidien, évidemment, dans notre quotidien, nous sommes tellement attachés à survivre, hein, à faire ce qu'il faut pour nous-mêmes et nos familles, que peut-être c'est une dimension que nous ne considérons pas assez sur le continent, la question des réfugiés. Par exemple, on parle beaucoup plus de migration, parce que les migrations vont dans des lieux où les médias et le discours est ce qu'il est, et on ne parle pas des réfugiés, c'est-à-dire ceux qui dépassent leurs frontières pour, de façon forcée, aller s'installer ou essayer de s'installer ailleurs. Donc c'est pour ça que nous, à Itouma, on n'a pas loupé l'occasion d'attraper l'un des membres du leadership du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Raouf Mazou. C'est une chance qu'on ait pu l'avoir au moment où il passe à Porto Novo. Et sa présence ici à Itouma nous fait plaisir parce que, entre autres, hein, ça nous permet de discuter de cette question et de comprendre un peu plus. On a quelques questions dont nous débattons au sein de Itouma ici, et aujourd'hui, sans doute, on trouvera peut-être des réponses. Je vais donner quelques chiffres que nous avons, et je vais demander à Raouf Mazou de nous dire si ces chiffres sont fondés et ce qu'on peut en faire pour avoir une meilleure compréhension. Alors, d'après le HCR, parce que les chiffres ne sont pas de moi, d'après le HCR, nous avons autour de 42 millions de réfugiés dans le monde. Réfugiés, encore une fois, c'est-à-dire ceux qui ont passé des frontières, leurs frontières nationales, qui ne sont pas dans leur pays d'origine. De ces 42 millions, on compte qu'il y a environ 14 millions de réfugiés africains. Et c'est ce qui nous intéresse notamment ici, puisque si les chiffres ne sont pas bons, tu nous diras. Hein. Et de ces 14 millions de réfugiés, à peu près la moitié sont des enfants. Bon, ce serait bien aussi de savoir, est-ce qu'on parle d'enfants au titre des Nations Unies, c'est-à-dire de 0 à 18 ans, moins un jour, ou autre chose. Peut-être que c'est comme ça qu'on commencerait. Je vais peut-être te laisser la parole, Raouf. Merci encore pour nous dire si ces chiffres sont à peu près ceux qui sont réels aujourd'hui, au titre du HCR en tout cas. Non, merci beaucoup, Moudjibou, pour cette opportunité. Très, très heureux d'avoir l'occasion d'être ici à Porto-Novo et d'être ici au siège de Itouma et d'avoir l'occasion de parler de la question des réfugiés. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que s'il y a un continent où le réfugié est accueilli, où la notion d'asile, la notion d'accueil fait partie des traditions, c'est notre continent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et ça a toujours été le cas. Quand des gens ont à fuir, ce qui se passe actuellement sur le continent, c'est qu'ils sont reçus. Ils sont reçus pas nécessairement par les gouvernements, ils sont reçus par les populations locales. Les gens arrivent et immédiatement on leur fournit une assistance. Donc ça, c'est quelque chose, je crois qu'il est important de souligner. Sur les chiffres, effectivement, tu as mentionné le fait qu'on a autour de 14 000 réfugiés actuellement sur le continent, 12 et 14 000 réfugiés sur le continent. Ce qu'il est important de noter, c'est qu'il y a 10 ans, il y en avait 6. Donc on a une augmentation très très forte. En 10 ans, on a eu un doublement du nombre de réfugiés. L'autre chose, c'est qu'il faut aussi qu'on se souvienne qu'il y a les réfugiés, mais il y a aussi les personnes déplacées. Voilà. C'est à peu près 30 millions de personnes déplacées qu'on a actuellement sur le continent. Et qu'encore une fois, si on regarde l'évolution des choses, on avait 10 millions de personnes déplacées internes sur le continent il y a 10 ans. Donc, les chiffres sont énormes. La proportion par rapport aux personnes déplacées forcées dans le monde est énorme. Et la chose la plus préoccupante, c'est que la tendance, c'est une tendance d'augmentation. Il y a peu de résolution de conflits. Il y a une augmentation du nombre de personnes qui se trouvent du fait de conflits, du fait de persécutions individuelles, du fait de l'effet du changement climatique, qui se retrouvent à devoir quitter leur domicile à l'intérieur de leur pays ou quitter leur domicile et se retrouver dans un pays voisin. Alors, ils sont donc là, forcés. Absolument. Pas dans les conditions idéales, adéquates pour vivre. Hein. C'est assez compliqué. J'ai aussi visité j'ai aussi été dans quelques camps de réfugiés. Et alors, moi, évidemment, on en discutait un peu auparavant. Peut-être que ça va un peu changer la texture de notre discussion, mais c'est bienvenu. La question de l'éducation,
c'est quelque chose qui nous tient à cœur, l'éducation des enfants africains, évidemment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur ici, parce qu'on a déterminé que, et ça c'est ce que tout le monde sait, notre continent se porte mal du fait que nous avons sous-traité l'éducation, les enfants en âge d'aller à l'école sont en nombre très bas. Et donc, forcément, ceux qui se retrouvent dans des camps de réfugiés ou des déplacés internes, l'idée générale qu'on a, j'essaie de peser mes mots ici, parce que il y a à peu près 15 000 écoles qui sont fermées dans le Sahel, les pays du Sahel, 3, 4, 5 pays du Sahel, et donc à peu près 2 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Alors, et certains de ces enfants ne sont pas des réfugiés ni des déplacés, c'est au sein de leur propre pays, où sont des déplacés dans leur pays. Alors, c'est des chiffres énormes. Et on se demande ce qu'il adviendra. Ce qu'on dit souvent, nous, c'est que ces enfants grandiront, ils vont réclamer leur place dans la société, on les retrouvera dans nos administrations, dans nos gendarmeries, dans nos armées, dans nos parlements, et qui sait peut-être même dans nos gouvernements. Alors, ça veut donc dire que dans une génération d'ici, une partie des gens qui vont nous diriger ne vont pas à l'école aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un débat au niveau du HCR? Est-ce que c'est quelque chose qui est un débat réel? C'est pas anodin, c'est pas banal. Mais peut-être que le HCR se dit, ben voilà, nous avons l'UNESCO, nous avons d'autres, l'UNFPA et toutes ces autres agences, et ce n'est pas nécessairement une question pour le HCR, parce que c'est une question sur le long terme. On parle des résultats qu'on va voir dans une génération, alors que le HCR a traité de l'urgence. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Je profite pour dire que j'ai l'honneur de parler à l'assistant au commissaire des réfugiés. Donc on aura toutes les réponses que nous souhaitons. Je parle pour ceux qui nous regardent en ce moment. Non, alors la première chose qu'il faut dire, c'est que la responsabilité de fournir la protection et l'assistance à quelqu'un qui se trouve dans une situation de réfugié est une responsabilité du gouvernement. C'est une responsabilité du gouvernement qui accueille. Donc, la chose dont on a le plus besoin quand on fuit, c'est l'asile, c'est-à-dire de ne pas être repoussé vers l'endroit qu'on fuit. Et ça, la seule entité qui peut prendre la responsabilité, cette responsabilité-là, c'est un gouvernement. Donc, la responsabilité de la protection du réfugié, c'est une responsabilité du gouvernement qui l'accueille. Maintenant, c'est clair qu'un certain nombre de gouvernements ont leurs contraintes, ont leurs limites, et notre rôle, en tant qu'organisation du système des Nations Unies, c'est d'appuyer les gouvernements, de soutenir les gouvernements dans la protection et l'assistance qu'ils fournissent aux réfugiés. Alors, cette protection et cette assistance consistent en un certain nombre de choses. L'assistance en particulier, elle consiste en tous les secteurs ou tout ce dont un réfugié a besoin. C'est l'abri, c'est la santé, c'est l'eau et assainissement, c'est l'éducation, etc., etc. Alors, une chose que nous, on essaie de faire, c'est de mobiliser les ressources en appui au gouvernement pour faire en sorte que les réfugiés aient accès à tous ces services. L'éducation a toujours été un élément très important de l'assistance que nous fournissons. Et dans beaucoup de cas, dans des camps, encore une fois, les réfugiés ne sont pas toujours dans des camps, mais souvent les réfugiés sont dans des camps, une chose qu'on essaye de faire et de mobiliser le plus vite possible, c'est l'éducation. Pour effectivement faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec une génération perdue de gens qui n'auront pas eu accès à l'éducation. Et dans les différents camps à travers le continent, vous trouvez des écoles de réfugiés. Ce qu'on a essayé de faire, graduellement, quand on s'est rendu compte que malheureusement les situations de réfugiés duraient, c'est de faire en sorte qu'on puisse graduellement intégrer ces écoles de réfugiés dans les systèmes nationaux d'éducation. Et on s'est retrouvé un peu dans un dilemme. Le dilemme, c'était, vous avez des réfugiés qui parfois viennent d'un pays dont la langue d'enseignement est différente que le pays qui les a accueillis. Donc il faut les Libériens qui arrivent en Côte d'Ivoire. Libériens qui arrivent en Côte d'Ivoire, par exemple, et où vous devez essayer de faire en sorte que le Libérien puisse avoir une éducation qui correspond à ce qu'il y a dans son pays et qu'il puisse retourner, et en même temps avoir une éducation qui correspond au pays où il se trouve, au cas où l'asile, au cas où la situation de refuge dure. Et malheureusement, on a eu sur le continent un certain nombre de situations de réfugiés qui durent. La situation des Somaliens dure depuis 1991, la situation
des Soudanais dure depuis même plus longtemps que ça. Donc il est clair qu'à un certain moment, on a dû faire en sorte qu'on intègre ces écoles-là dans le système national. Mais une chose est claire, c'est que la responsabilité de l'éducation des réfugiés fait partie des responsabilités que nous avons dans l'appui que nous fournissons au gouvernement. Et ça a toujours été, même de la part des parents réfugiés. Ce qu'on a constaté, c'est le point auquel les parents réfugiés considèrent que l'éducation de leurs enfants est quelque chose d'essentiel. Pendant longtemps, on a dit, dans les situations d'urgence, l'éducation n'est pas forcément ce dont vous avez besoin. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que les parents disent, nous voulons le plus vite possible une éducation pour nos enfants. Donc ça fait partie de nos budgets, ça fait partie de nos activités, ça fait partie de nos projets. Maintenant, c'est clair que quand on regarde de manière générale l'accès des réfugiés à l'éducation par rapport aux populations locales, dans un pays donné, c'est souvent inférieur. Mais, souvent inférieur au sens que je crois que la moyenne sur le continent africain, c'est quoi, 80% à peu près d'enfants en primaire qui ont accès à l'école. Ça varie entre 90% dans certains endroits et 40% dans d'autres. Le réfugié est en général peut-être en deçà de la moyenne du pays, mais quand on regarde les zones dans lesquelles ils se trouvent, qui sont souvent des zones reculées, qui ne sont pas forcément des zones de priorité, à ce moment-là, on constate que le pourcentage de réfugiés qui ont accès à l'éducation, et aussi, pas seulement l'éducation, soins de santé, parce qu'on fournit une assistance gratuite de santé dans les camps de manière générale. Donc, je dirais que l'éducation est un élément essentiel de l'assistance que nous fournissons. Ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est de faire en sorte que cette éducation soit intégrée dans le système national d'éducation, tout en tenant compte de la nécessité que ce réfugié, quand il rentre chez lui ou quand il rentre chez elle, puisse se réintégrer dans le tissu économique du pays. Moi, je me souviens d'une période à la fin des années 90 où, sur quelques théâtres de réfugiés, notamment au Kivu et ailleurs, il y avait une tension, et même au Congo-Brazzaville, au nord du Congo-Brazzaville. Ce sont deux endroits dont je me souviens. Il y avait une tension entre les populations locales, justement, et les réfugiés, parce que, c'est ce que tu viens de dire, les locaux estimaient que ces réfugiés étaient privilégiés par rapport à eux. Alors, ils se disent, finalement, on vous a accueillis, on vous a donné l'espace et tout, et maintenant vous vivez mieux que nous, vous êtes mieux. Mais à la décharge du HCR, c'est quelque chose je crois que ça a été corrigé. Je crois, et ça c'est vraiment une information que je demande, je crois que c'est à ce moment que le HCR a commencé à prendre en compte les déplacés internes, parce qu'il me semble que jusqu'au milieu des années 90, je crois que les déplacés n'étaient pas une priorité pour la HCR. Je ne sais pas. Peut-être que Alors, pour cette question-là, et tu as raison de le souligner, c'est-à-dire que souvent, on se trouve dans une situation, dans des zones reculées ou qui ne sont pas prioritaires pour certains gouvernements, où le réfugié, du fait de l'assistance qu'il reçoit de la communauté internationale, peut être considéré par la population locale comme étant privilégié. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon en ce sens qu'il faut faire en sorte que les populations locales aient accès. Et c'est ce qui a été fait. J'ai entendu, quand je me trouvais au Kenya, des autorités du comté de Turkana, qui se trouve près de la frontière sud-soudanaise, qui me disaient les meilleures écoles dans notre comté étaient des écoles de réfugiés. Mais l'accès à la santé, les meilleurs centres de santé et autres, étaient ceux qui étaient là pour les réfugiés. Donc c'est clair qu'il faut faire en sorte que les populations locales puissent bénéficier de la même chose. Donc c'est pour ça que graduellement on essaie de plus en plus, au lieu d'avoir une fourniture d'assistance et d'assistance sociale qui soit séparée, on essaie de faire en sorte de renforcer les structures existantes et faire en sorte qu'elles puissent assister les réfugiés et les personnes locales de manière... Maintenant, on parle d'éducation, on parle de cette approche que nous avons eue comme HCR d'avoir des camps de réfugiés. Alors pourquoi est-ce qu'on avait des camps de réfugiés à l'époque? On avait des camps de réfugiés parce qu'on se disait les réfugiés ne vont pas rester pendant très longtemps, ils vont rentrer chez eux, et de ce fait, il ne faut pas que leur présence ait un effet négatif sur les communautés qui les accueillent. Donc on va créer ces camps et on va leur fournir une assistance
il n'est pas nécessaire qu'ils subviennent à leurs propres besoins puisqu'ils auront bientôt l'occasion de rentrer. Alors ça, c'est une approche que nous avions à une époque où on pensait effectivement que l'exil n'allait pas durer trop longtemps. On a constaté malheureusement dans beaucoup de situations sur notre continent que l'exil a duré et qu'à terme, ce genre d'approche a un impact très très négatif, une approche qui ne permet pas l'autosuffisance graduelle des réfugiés, a un impact très très négatif sur les populations locales et sur les réfugiés eux-mêmes. Ça crée un syndrome de dépendance parmi la population réfugiée et ça rend difficile la réintégration quand ils veulent rentrer chez eux. J'ai rencontré des réfugiés qui pouvaient rentrer chez eux parce que la situation de sécurité le permettait et certains m'ont dit si vous êtes sûr que vous pouvez nous garantir l'accès à l'éducation gratuite, l'accès à la santé et l'accès à l'autre, ce sera difficile pour nous de rentrer. Bien que, et il faut le dire, l'appel du retour est toujours très fort, mais il faut très souvent faire en sorte qu'on puisse fournir, quand les réfugiés rentrent chez eux, moi, je me souviens des situations où le HCR envoyait des équipes dans le pays de retour pour s'assurer que les conditions étaient réunies. S'assurer que sur le plan de la sécurité, le retour puisse être possible. Et l'autre chose, c'est les investissements très importants qui sont nécessaires pour faire en sorte que les conditions dans les zones de retour permettent le retour. Maintenant, tu as posé une autre question, la question des personnes déplacées internes. Alors, nous, notre responsabilité par rapport à les personnes déplacées internes est une responsabilité partagée avec les autres agences des Nations Unies. Notre responsabilité en tant que HCR se focalise essentiellement sur la protection. D'autres organisations, l'UNICEF, l'OMS, l'UNESCO, l'Organisation des migrations internationales, s'occupent d'autres aspects, mais nous nous occupons des aspects de protection. Ce dont nous nous occupons aussi, et ça c'est depuis 1 an et demi à peu près, c'est de la recherche de solutions pour les personnes déplacées internes. Il y a à peu près 5 ans, 6 ans de ça, le secrétaire général a mis en place un panel de haut niveau pour s'occuper des questions de personnes internes et déplacement, des questions de personnes déplacées internes. Et la conclusion essentielle de ce panel qui a travaillé pendant à peu près 2 ans, c'était de dire qu'on n'avait pas suffisamment, on ne se focalisait pas suffisamment sur les questions de solutions pour les personnes déplacées internes. On essayait de fournir une assistance humanitaire qui était souvent insuffisante, mais qu'on n'essayait pas de faire en sorte qu'on puisse sortir de la situation de déplacement pour les personnes déplacées internes. Alors, sortir de la situation de déplacement, c'est soit que la personne déplacée interne reste là où il ou elle se trouve. L'autre solution possible, c'est qu'elle soit déplacée vers un autre endroit où elle puisse s'installer. Et enfin, la dernière solution, c'est de pouvoir rentrer chez elle. Et il n'y avait pas suffisamment d'investissement, suffisamment d'efforts pour faire en sorte qu'on trouve des solutions au déplacement interne. Alors ce panel a fait cette conclusion et depuis on travaille, et, le PNUD, IOM, l'Organisation des migrations internationales et nous-mêmes travaillons ensemble pour essayer de coordonner les activités de solutions par rapport aux personnes déplacées internes. La personne clé dans les pays où se trouvent des personnes déplacées internes pour les Nations Unies, c'est le coordonnateur résident que nous appuyons pour faire en sorte que la personne puisse jouer son rôle de coordination, d'appui au gouvernement. Encore une fois, c'est une responsabilité du gouvernement, mais appuyer le gouvernement pour avoir une stratégie, pour avoir la législation qui est nécessaire pour faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions aux questions de personnes déplacées internes. Oui, je vais revenir sur la question de... En fait, tu as utilisé l'expression « sortir de la situation de déplacés internes ». Je vais revenir dessus quand on va brosser un peu les aspects politiques de la chose. Mais maintenant, alors, le HCR, ayant un peu fricoté avec le HCR, je sais qu'il y a trois voies de solution, pour sortir de crise. Donc, c'est l'intégration sur place, le rapatriement ou la réinstallation. Tout à fait. Alors, nous sommes en 2026. Encore une fois, il y a 20 ans, il y a 25 ans, ça allait de soi. Et les États nous étions encore civilisés, pour ainsi dire. Aujourd'hui, la géopolitique est ce qu'elle est.
la crise, les crises diverses sont ce qu'elles sont. Chacun se replie sur eux-mêmes. Et je crois, et je suis content d'avoir l'avis de l'assistant au commissaire dessus, que ça doit être de plus en plus difficile d'obtenir des réinstallations, par exemple. Le rapatriement, j'imagine, il y a des pays où on ne va pas rapatrier le million de Soudanais arrivés à l'est du Tchad, on va les rapatrier après-demain ou au Congo, etc. Donc ça c'est difficile. Et la réintégration a parfois a parfois abouti à des situations comme le Congo-Kinshasa, où ceux qui se sont fondus dans la population sont accusés en tout cas de tenir des armes et de mener des actions violentes. Donc ces trois piliers essentiels de l'action du HCR sont, disons-le, plutôt bousculés aujourd'hui. Alors comment le HCR s'ajuste par rapport à ça? Alors d'abord, la première chose, c'est que ces trois solutions restent les solutions. C'est-à-dire quand vous vous trouvez dans une situation de déplacement, ce que vous voulez faire, c'est de pouvoir rentrer chez vous. Ça, c'est la solution idéale. Si vous ne pouvez pas rentrer chez vous et si vous ne pouvez pas rester dans le pays où vous êtes, c'est de pouvoir être réinstallé dans un autre pays. Et dans certains cas, au bout d'un certain temps, c'est de rester dans le pays où vous vous trouvez. Il y a un quatrième élément auquel nous apportons plus d'attention maintenant que dans le passé. C'est la nécessité de faire en sorte que les réfugiés puissent être autosuffisants. Parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'aucune de ces trois solutions ne peut pleinement être réalisée si la personne dont vous parlez est une personne qui est dépendante à l'aide humanitaire. Ou ça peut se passer, mais de manière beaucoup plus difficile. Quand vous rentrez chez vous, quand vous vous rapatriez, après avoir été dans un camp de réfugiés où vous étiez dépendant à l'assistance humanitaire pendant 20 ans, 30 ans, il est très difficile pour vous de reconstruire votre vie dans votre zone d'origine. Quand vous allez dans un pays de réinstallation, n'importe où dans le monde, quelques pays du Nord qui étaient les pays traditionnels de réinstallation, si vous étiez dans un camp et que vous étiez dépendant à l'assistance humanitaire, ce sera très difficile pour vous de vous intégrer dans la nouvelle société. Parce que vous n'avez pas les qualifications. Vous n'avez pas les qualifications, vous n'avez pas l'état d'esprit, et vous n'avez pas... un pays qui a une population réfugiée qui est dépendante de l'assistance humanitaire, si vous demandez à ce pays d'intégrer cette population, il va vous dire, mais je n'ai pas les moyens d'intégrer une population qui ne subvient pas à ses propres besoins. Donc, l'élément qui mène à ces trois solutions, c'est l'élément... et c'est ce sur quoi on travaille actuellement. Parce qu'on a un certain nombre de situations, effectivement, dans lesquelles on ne peut pas réaliser ces solutions pour l'instant. Alors, soit on continue de fournir l'assistance humanitaire, soit on essaie de faire en sorte qu'au moins la personne qui se trouve dans une situation de refuge puisse être autosuffisante. Que ce soit au Tchad, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Cameroun, que ce soit... Et ce qu'on constate, c'est que, souvent, les populations locales et les gouvernements sont assez favorables à ce type d'approche, pour peu qu'on donne les moyens et les ressources nécessaires pour pouvoir appuyer cette nouvelle approche. Et sur le continent, comme dans d'autres parties du monde, des organismes de développement comme Banque mondiale, comme SFI, comme INTPA, qui est la branche de développement de l'Union européenne, comme la Banque africaine de développement, toutes ces institutions, du fait des nombres dont tu as parlé tout à l'heure, considèrent maintenant qu'ils doivent s'investir dans ces questions-là. Et alors, la manière dont on discute avec eux, c'est de dire, essayons de mobiliser des ressources de développement pour investir dans des activités qui permettront aux réfugiés de devenir autosuffisants. Mais quel est le retour sur l'investissement de la Banque mondiale, de la BAD? Ce ne sont pas des organismes humanitaires comme le HCR. Ce ne sont pas des organismes humanitaires, ce sont des organismes qui ont un objectif de développement. Vous ne pouvez pas développer un pays, un continent ou une région si vous avez les nombres de personnes déplacées forcées dont on a parlé. Tu as parlé tout à l'heure du fait que quand vous vous retrouvez dans une situation de déplacement, beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Même si on arrive au bout d'un certain temps à les rescolariser, c'est dans certains cas toute une période de perdu. C'est des ressources de perdu. C'est des agriculteurs qui ne cultivent pas.
c'est des familles qui se retrouvent déchirées. Donc, ces organismes-là ont besoin de faire en sorte que soit on prévienne les questions de déplacement forcé, soit on les gère mieux, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, soit on les résolve pour que les gens puissent rentrer chez eux. Donc, on a mobilisé et on continue de mobiliser des ressources pour faire en sorte qu'on puisse investir, ça peut dans certains cas être un système d'adduction d'eau pour l'agriculture, ça peut être des infrastructures routières pour aller vers un endroit où il y a un certain nombre de réfugiés qui pourraient produire des produits agricoles qui ensuite pourraient être vendus. C'est investir pour faire en sorte que la personne qui se retrouve dans une situation de déplacement forcé puisse être indépendante le plus rapidement possible. Donc, moi, je dirais que ces trois solutions, dans certains cas, peuvent être réalisées. On a à l'heure actuelle un certain nombre de Burundais qui rentrent vers le Burundi à partir de la Tanzanie. On a eu, et toi et moi on le connaît, on connaît cette situation, on a eu les Libériens et les Sierra-Léonais qui étaient dans la région, on a eu les Ivoiriens qui étaient déplacés et qui ont pu rentrer chez eux pour une grande partie. Certes, quand on regarde la situation du Soudan aujourd'hui, on ne s'imagine pas qu'il puisse y avoir un rapatriement très tôt, mais il faut travailler à ça. Il faut travailler à ce qu'un jour, les Soudanais puissent rentrer chez eux. Et pour qu'ils puissent rentrer chez eux, il faut qu'entre-temps, quand ils sont au Tchad, qu'ils puissent être autosuffisants. Il faut qu'on investisse dans les zones qui les ont accueillis, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et la Banque africaine de développement a un investissement important au Tchad pour faire en sorte que quand ils rentrent chez eux, ils pourront continuer à faire partie et à contribuer à l'économie de leur zone d'origine. De ce que tu disais, le retour éventuel, je dirais hypothétique, des Soudanais chez eux. Éventuel. Je ne dirais pas hypothétique, je dirais éventuel. Inch'Allah, Inch'Allah. Mais justement, ça sous-tend quoi? Ça sous-tend que la crise est réglée au Soudan. Alors, on a d'abord, je dis, la raison pour laquelle je dis ça se passera, ça se passe déjà. C'est-à-dire qu'on a déjà des Soudanais qui sont rentrés. Comme tu le sais, Khartoum avait été pris par le RSF. Quand les autorités, les forces gouvernementales ont repris Khartoum, il y a un certain nombre de pays de réfugiés qui étaient en Égypte, par exemple. Et à un moment donné, l'Égypte a eu le plus grand nombre de réfugiés soudanais qui sont rentrés chez eux. En Éthiopie aussi. Hein. En Éthiopie aussi, et qui sont rentrés chez eux. Est-ce que les gens rentrent quand la situation est parfaite? Non. Les gens rentrent quand ils considèrent que les circonstances minimum sont remplies pour qu'ils puissent rentrer. Est-ce qu'ils attendent toujours notre assistance pour pouvoir rentrer, notre soutien pour pouvoir rentrer? Non. Ils rentrent, en général, la grande majorité des réfugiés rentrent de manière spontanée, et ensuite, nous, on essaie d'accompagner. Donc, quand on regarde un certain nombre de régions du Soudan, certains réfugiés sont déjà rentrés, certaines personnes déplacées internes, parce qu'il faut continuer de ne pas oublier de parler des personnes déplacées internes, ont pu rentrer chez elles. Malheureusement, parfois, vous rentrez chez vous pour devoir repartir après. Mais on a un chiffre peut-être d'à peu près entre 500 000 et 1 million de personnes qui auraient pu déjà rentrer vers le Soudan. Donc on a des mouvements de personnes qui quittent le pays, mais on a sorti aussi un certain nombre de personnes qui rentrent. Oui, alors justement, je veux quand même revenir à la question l'aspect politique des choses. Oui. Moi, j'ai été un peu proche du HCR, comme tu sais, dans un moment où j'ai surtout vu la très grande capacité humanitaire du HCR, en termes d'urgence en tout cas. Tout à fait. Parce que j'étais sur le camp de réfugiés à l'est de Congo, la RDC. de la RDC. Mais voilà, je te parle du milieu des années 90. Tout à fait. On y est toujours. Hein. J'imagine qu'il y a encore des réfugiés congolais. Encore des réfugiés congolais. Et des réfugiés rwandais au etc. Congo, il y a toujours des réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Oui. Voilà. Et entre-temps, les négociations se font ici ou là. Mais la vie politique continue. On essaie de régler les choses ou d'empirer les choses. Mais bref, les gens se rencontrent et parlent de ça. Je suis heureux que tout à l'heure, tu m'aies dit que le HCR a sa place à la table des négociations, à la table des discussions en tout cas, parce que c'est un vide que moi j'ai ressenti à ce moment-là. C'est comme si on parlait de gens qui sont, c'est l'objet de la discussion, mais ils sont nulle part.
Mais je crois que ma question essentielle, c'est de savoir si le HCR, aujourd'hui, se préoccupe du règlement final, je peux dire, du conflit. Est-ce que c'est quelque chose qui entre dans les priorités du HCR ou le HCR espère que ce sera fait par d'autres et qu'enfin les réfugiés puissent rentrer chez eux? Quelle est la dimension? Est-ce qu'il y a une dimension politique aujourd'hui qui est assumée? Parce que le mandat du HCR n'a pas changé. Alors, est-ce qu'il y avait des nuances qui n'étaient pas prises en compte et que maintenant c'est un peu plus, ou alors on reste sur le fait que de toutes les façons les politiques vont nous donner un cadre qui nous permettra d'assumer la fonction HCR? Alors, la responsabilité de résoudre ou de contribuer à la résolution des conflits qui ont amené au départ des réfugiés n'est pas de notre responsabilité. La responsabilité d'autres organisations du système des Nations Unies, département des affaires politiques, département de l'opération de maintien de la paix et autres. Mais deux choses. Un, nous, ce qu'on fait, c'est d'essayer de faire en sorte que les intérêts des réfugiés soient pris en compte dans les négociations. Quand on prend le Sud-Soudan, quand on prend la RDC, si on prend la situation de la RDC en particulier, et dans l'accord de paix qui a été négocié à Washington et à Doha, les deux processus de Doha et de Washington font référence au HCR et font référence à la question du retour des réfugiés. Parce qu'il est clair que la question du retour des réfugiés est une partie essentielle de la résolution des conflits. Et si vous voulez qu'un conflit puisse être résolu de manière durable, il faut que ceux qui ont dû fuir ce conflit puissent rentrer chez eux. Donc, ceux qui ont dû fuir à cause du conflit. Ceux qui ont dû fuir à cause du conflit puissent rentrer. Donc, on a un rôle très important, on joue un rôle très important, et c'est aussi un rôle d'information. On donne l'information aux négociateurs et aux deux parties au conflit sur les nombres de réfugiés, sur l'endroit où ils se trouvent. L'année dernière, j'ai facilité une discussion à Addis Abeba sur la question du rapatriement des réfugiés congolais au Rwanda et des réfugiés rwandais au Congo, en présence des autorités, des délégations ministérielles des deux pays. Et notre rôle, c'était de faire en sorte qu'on puisse créer le cadre pour un retour des réfugiés qui souhaitaient le faire. Et ça se faisait indépendamment des difficultés qu'il peut y avoir, de communication qu'il peut y avoir entre les deux pays. Donc, on a un rôle très important à jouer, qu'on joue, je dirais, au nom des réfugiés, dont nous avons le mandat que nous avons le mandat de protéger. Tu as évoqué les gouvernements. Je crois que ce serait bien de faire justice au gouvernement des pays hôtes. Je lis ici sur les quelques statistiques que j'ai que l'Ouganda accueille 1,7 million. Absolument. Le Soudan, le Tchad maintenant 1 million. Plus d'1 million, 1,2 million, parce qu'il y avait un certain nombre de réfugiés qui étaient présents avant la crise. Qui étaient déjà là, 200 000 réfugiés qui étaient là, donc c'est 1,2 million que le Tchad accueille. Très bien. Et d'autres pays. Alors, c'est sûr que. Alors, une question un peu claire. Le HCR apporte évidemment, soutient ces gouvernements-là. Oui. Mais est-ce que nos gouvernements, enfin les gouvernements des pays hôtes, est-ce qu'ils, à part l'espace qu'ils donnent et peut-être quelques cadres de leur administration locale, est-ce qu'ils y vont de leur poche par la force des choses? Ah non, la première chose, c'est que effectivement, il faut saluer ce fait. Il faut saluer les pays d'asile. Il faut saluer les pays d'accueil. Et comme je disais tantôt, le continent est un continent d'accueil, est un continent où, et c'est les gouvernements certes, mais c'est les populations locales qui accueillent les gens qui leur fournissent l'assistance. Donc ça, il faut le saluer. Dans un monde où l'asile est remis en cause, où on chasse les gens aux frontières, je crois qu'il faut aussi rappeler que la meilleure convention internationale protection des réfugiés continentale est la Convention de l'Union africaine, de l'OUA, et c'est l'instrument le meilleur quand on parle de protection des réfugiés. Et le continent africain a aussi produit la Convention de Kampala pour les personnes déplacées internes. Ça, c'est très bon à rappeler. Et ça, c'est vraiment, absolument. Et ça, il faut le souligner. Oui. C'est-à-dire que, il y a un accueil, il y a une tradition d'accueil, que si vous allez dans n'importe quel pays, même les autorités traditionnelles vous le rappelleront, que ce n'est pas nouveau, qu'il y a toujours eu cette tradition d'accueil.
Et le continent a fait en sorte d'avoir des instruments internationaux de qualité pour pouvoir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que les pays d'accueil vont de leur poche? Absolument. La sécurité, qui est de leur fait, mais quelle que soit l'assistance qu'on puisse fournir, souvent, même si nous fournissons un appui pour les écoles et autres, il y a beaucoup de réfugiés qui ne sont pas dans les camps et qui bénéficient des infrastructures, des services du gouvernement. Moi, j'ai vu chez les camps au Kivu tout le bois qui Il y a tout le bois qui est effectivement le travail des autorités. Gérer 1,7 million de personnes dans votre pays, ça nécessite un travail administratif important. Maintenant, ce que nous disons à ces pays, sur la base de preuves, c'est si ces réfugiés font partie du tissu économique et contribuent à l'économie de votre pays, ils couvriront au-delà de ce que ces réfugiés vous coûtent. Et ce que nous disons, c'est ayez un plan, que ce soit à l'est du Tchad, pour les 1,2 million de réfugiés qui sont à l'est du Tchad. Le Tchad a deux options. L'option une, c'est de laisser les gens dans des camps et d'attendre l'assistance humanitaire de la communauté internationale, qui par ailleurs diminue. Et on a constaté l'année dernière des coupes drastiques de la part, en particulier, de l'administration américaine qui couvrait les 40% de l'assistance humanitaire globalement. On a constaté une réduction de l'assistance. Donc ce que nous disons, c'est vous pouvez mobiliser, on peut vous aider à mobiliser des ressources de développement qui vous permettent de mettre en place des structures qui font en sorte que ces réfugiés puissent faire partie de l'économie et puissent produire, que ce soit dans les zones rurales, la production agricole ou autre. Ce n'est pas juste la production agricole. Mais il est préférable pour un pays d'asile de faire en sorte que les réfugiés qui l'ont accueilli puissent faire partie de l'économie du pays plutôt que de rester dans la dépendance et de recevoir l'assistance humanitaire de la communauté internationale. Ce que nous disons aussi, c'est que, et je le mentionnais tout à l'heure, des réfugiés qui sont autosuffisants, il leur est plus facile de rentrer chez eux et de reprendre le cours de leur vie et de contribuer à l'économie du pays, de leur pays d'origine, que les réfugiés qui dépendaient de l'assistance alimentaire, humanitaire de manière générale, et qui vont s'attendre à ce que cette assistance continue. Donc, saluer le rôle de ces pays, saluer le fait qu'ils fournissent l'asile, qui est la chose la plus importante pour un réfugié à ceux qui arrivent, saluer le fait qu'ils fournissent la terre, parce qu'encore une fois, il faut pouvoir... Il faut que les réfugiés puissent s'établir. Non seulement pour s'établir, mais aussi pour cultiver. Cultiver, qu'ils fournissent des soins de santé, qu'ils fournissent l'éducation, qu'ils fournissent l'eau dans certains cas. Donc il y a une contribution énorme qui est fournie par ces pays, mais il faut faire en sorte que cette contribution puisse être compensée par une création de richesse de la part des réfugiés qui sont dans le pays et qui peuvent créer ces richesses qui bénéficient à tout le monde. Et c'est ce qu'on essaie, ce sur quoi on essaie de travailler actuellement. Oui, moi, j'ai posé la question parce que nous sommes noyés par les chiffres, et à juste raison, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Dans les budgets, on voit bien les apports financiers, etc., des uns et des autres. Pourquoi? Parce que tous les apports que font ces gouvernements autres ne sont pas quantifiables. Oui. Et moi, je crois que l'UHCR gagnerait, enfin, ce serait bien en tout cas pour nous, pays africains, de les quantifier d'une certaine façon et qu'on les range aussi dans la catégorie des donneurs. Parce que c'est tout est question de perception. Hein. Et c'est ce dont on parle. C'est ce que nous disons, c'est dans une situation de refuge, dans une situation de déplacement, essayons de mettre en place un plan avec comme objectif que les réfugiés arrivent à un niveau maximum d'autosuffisance dans une période donnée. Définissons ce qui est nécessaire en termes d'investissement pour que ce soit possible. Investissement de la part du pays d'accueil, investissement de la part d'autres acteurs de développement, partenaires au développement, investissement du secteur privé. On n'a pas parlé du secteur privé, mais le secteur privé est souvent un acteur très important. Quand on parle de secteur privé, c'est le secteur privé au sens propre du terme, c'est-à-dire
tout acteur non étatique ou non public qui a une activité lucrative. C'est le réfugié lui-même, c'est son... Ok. Donc, C'est pas les grandes multinationales. C'est pas les grandes multinationales. C'est l'acteur secteur privé au sens propre. Donc ça aussi, c'est... Donc de quantifier tout ça et de définir ce qui est nécessaire pour arriver à ce degré maximum d'autosuffisance. Là, c'est plus facile de quantifier l'apport du gouvernement d'asile au-delà de l'asile qui est fourni. L'eau que le gouvernement est difficile à quantifier, possible de le faire, mais c'est difficile à quantifier. Mais ce que nous essayons de dire, c'est dans un contexte dans lequel le gouvernement dit nous voulons mettre en place un plan qui nous permette d'atteindre ce niveau maximum d'autosuffisance pour ces populations qui bénéficiera à l'ensemble des zones d'accueil et des populations qui les ont accueillies. Essayons de quantifier ce qui est nécessaire, essayons de mettre en place un plan qui nous permette d'atteindre ça. Et là, vous pouvez quantifier ce que les pays d'asile mettent sur la table avec un objectif quantifiable, précis, en disant, voilà, nous voulons arriver à l'autosuffisance et nous voulons mesurer l'apport. J'étais au nord du Zaïre dans les années, et je dis Zaïre parce que c'est dans les années 91. C'était avant 97. C'était avant 97. Et souvent, ce que les populations, et j'étais dans le nord, donc vers la frontière ougandaise et la frontière soudanaise Maïgi. à l'époque, Maïgi, Dungu, Doruma, Aru, voilà, toutes ces zones-là. Et ce que les populations disaient, c'était depuis que les Soudanais étaient arrivés, la production agricole dans ces zones avait augmenté et du fait, les prix des denrées alimentaires avaient diminué. Même chose en Ouganda par rapport aux réfugiés soudanais. Donc on sait que si les investissements qu'il faut sont faits, ça bénéficie au pays. Donc c'est ce sur quoi on est en train d'essayer de se diriger. Et ça fait partie de ce que nous essayons de faire pour améliorer la gestion du déplacement forcé. Et tout ce que j'ai dit s'applique aux personnes déplacées internes. De manière un peu différente parce qu'on parle de gens qui sont dans leur pays. Mais ce que nous disons, c'est qu'un déplacé interne qui se retrouve dans un camp où il reçoit l'assistance humanitaire est quelqu'un qui ne contribue pas à l'économie du pays, quelqu'un qui est très frustré et quelqu'un qui n'est pas prêt à retourner chez lui ou à trouver une solution pour lui-même ou pour elle-même. Ce que nous disons, c'est que quelqu'un à qui on a donné la possibilité de devenir autosuffisant, d'être autosuffisant, et c'est possible, et quelqu'un qui est prêt à retourner dans sa zone d'origine pour contribuer à l'économie, est prêt à rester là où il se trouve parce qu'il contribue à l'économie du pays, et est prêt à aller dans un autre endroit s'il y a d'autres opportunités qui lui sont offertes. Oui, M. Raouf Mazou, haut commissaire assistant des Nations Unies pour les réfugiés. Moi, j'ai juste, je regarde les chiffres ici, et je regarde 14, on a parlé d'environ 14 millions de réfugiés africains. Alors, ça fait la population de Sierra Leone, Gambie et Guinée-Bissau. 14 millions de réfugiés. Ça fait toute la population du Bénin. Voilà. Ça fait la population de Lagos. La population de Lagos. Et ça fait ensemble Tunisie et Mauritanie. C'est-à-dire on parle de ces chiffres-là, mais c'est des chiffres énormes. C'est des chiffres énormes. C'est pour ça qu'il faut y apporter toute l'attention. Tout à l'heure, tu disais, pourquoi est-ce que la BAD, pourquoi est-ce que la Banque mondiale, pourquoi est-ce que c'est SFI, pourquoi est-ce que ces organisations sont intéressées? Ils sont intéressés parce qu'on ne peut pas ignorer une population qui est l'équivalent de population d'un pays. Oui, mais il faut éclairer ma lanterne, ce sont des banques. Ce sont des banques de développement. Ce sont des banques de développement dont l'objectif est le développement. La Banque mondiale a comme objectif le développement. Mais les investissements, je veux dire, comment ils se financent? Il y a des investissements privés qui viennent vers ces banques-là. Ben, les gens veulent avoir leur argent. Est-ce que tu penses que les gens sont philanthropes au point qu'ils ont leur argent pour qu'on aille s'occuper de jeunes Africains? Non, les banques de développement, l'Ouganda, par exemple, a reçu de la part de la Banque mondiale un peu plus de 2 milliards de dollars. Comme ça. Pas du fait en utilisant une fenêtre de financement qui est utilisée pour les pays qui reçoivent un certain nombre de réfugiés. Et il y a un certain nombre de pays sur le continent africain, le Cameroun,
Sans doute le Tchad bientôt. le Tchad déjà, reçoivent ces financements. Encore une fois, ce sont des banques de développement. Donc ce sont des banques dont l'objectif, c'est de mettre à la disposition des ressources, parfois des dons, parfois des prêts à des intérêts très bas, pour faire en sorte qu'un pays puisse évoluer, puisse se développer. Ce que ces banques ont compris et ce qu'elles ont constaté, c'est que la question du déplacement forcé est une question qu'ils ne peuvent pas ignorer. Et si vous ne gérez pas, et tu as parlé tout à l'heure des 14 000 ou de 12 000, entre 12 000 et 14 000 millions de réfugiés, si vous rajoutez les personnes déplacées internes, c'est 42 millions. Donc c'est 42 millions de personnes D'ailleurs, c'est même enfin, qui sont déplacés, qui sont forcés, qui ne sont pas chez eux, qui ne contribuent pas à l'économie de leur zone d'origine, des fermiers qui ont quitté leur ferme, donc qui ne produisent pas, des travailleurs qui ont quitté l'endroit où ils travaillaient, leur usine ou leur infrastructure, et qui ne contribuent pas. C'est autant d'acteurs du développement, c'est autant d'acteurs du secteur privé, c'est autant de producteurs qui ne produisent pas. Et le fait qu'on ait 42 millions de personnes qui soient retirées de la production, qui soient retirées de la capacité de production du continent africain, est quelque chose qui est négatif pour le continent et qui nécessite une très grande attention. C'est pour ça que ces institutions y accordent l'attention qu'elles doivent. Absolument. Non, on va finir cette discussion. Moi, ce que j'en retiens, avant de te donner le mot de la fin, c'est que je ne sais pas si c'est le HCR qui a changé, mais c'est vraiment rafraîchissant de voir l'attention portée aux questions humaines, sociétales, de développement et de progrès. Parce que voilà, l'Institut Itouma, c'est vraiment pour diriger vers le progrès africain qui ne peut être assumé que par les Africains eux-mêmes. Et les quelques années que j'ai passées au HCR personnellement, de belles années de travail et de carrière professionnelle, mais je voyais surtout le travail de l'urgence opérationnelle, qui est très bien fait, mais je pense qu'il y a eu une évolution heureuse, bienvenue. Voilà, c'est sur ce, je te donne le mot de la fin. Non, c'est vrai. Et je dirais que c'est la question de l'investissement dans les gens, dans les individus, et de se rendre compte que la vraie richesse, c'est la capacité que les individus ont de transformer quelque chose. Et ça, que vous soyez réfugié, que vous soyez rapatrié, que vous soyez déplacé interne, que vous soyez jeune, réinstallé, que vous soyez jeune dans votre ville ou dans votre village, c'est la même chose. C'est l'investissement dans les individus. Alors, l'assistance humanitaire, c'est donner à quelqu'un jour après jour, mois après mois, ce que la personne mange. N'est pas une solution pour cette personne-là, n'est pas une solution pour la société dans laquelle cette personne vit, et n'est pas une solution pour l'avenir. Ce qu'on constate aujourd'hui, encore une fois, c'est qu'il est possible d'investir dans les individus, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent, pour qu'ils puissent être autosuffisants, même s'ils se retrouvent dans une situation de déplacement, que ce soit réfugiés ou autre. Et ce qu'on a constaté, tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'on a des institutions financières internationales qui ont compris ça et qui aujourd'hui sont en train d'investir. Et on a encore une fois, et on a organisé sur ce continent, on a organisé 4 tables rondes en réalité, où on a demandé au secteur privé de venir voir ce qu'ils peuvent faire pour essayer de répondre aux questions de déplacement forcé. On a fait une table ronde en Centrafrique, en juillet l'année dernière. On a fait une table ronde en novembre 2024 au Nigeria, et on a fait une autre table ronde il y a 2 semaines au Nigeria. L'année dernière, on a fait une table ronde au Burkina Faso. Dans toutes ces tables rondes, ce qu'on a fait, c'est d'amener les acteurs locaux du secteur privé qui comprennent la dynamique de déplacement et qui puissent dire ce qu'eux, ils pouvaient faire. Et le grand nombre de situations dans lesquelles on constate qu'il y a un nombre de personnes déplacées qui se trouvent dans un endroit et un acteur du secteur de l'agroalimentaire qui serait intéressé à travailler avec ces réfugiés ou avec ces personnes déplacées, fournir de l'emploi ou fournir des débouchés.
à la production de ces personnes-là. Donc, ce n'est pas parce qu'on se retrouve dans une situation de déplacement qu'on a perdu son talent, on a perdu ses connaissances. Et ce n'est pas parce qu'on est dans une situation de personnes déplacées internes ou de réfugiés qu'on n'a pas droit à ce qu'on investisse dans vous pour que vous puissiez faire partie de la société dans laquelle vous vous trouvez. Non, je cherchais toujours un réfugié africain célèbre, mais bon, je ne sais pas trop. Ouais. Je vois Madeleine Albright, Mila Kunis, beaucoup de gens, mais bon, je ne vois pas forcément d'Afrique. Albert Einstein. Albert, oh non, on a des réfugiés, on a un prix Nobel de littérature tanzanien qui a été un réfugié. Mandela a été réfugié à un moment donné. Thabo Mbeki a été réfugié à un moment donné. Qui était à Londres, non? Oh oui, avant d'être à Londres, il était en Zambie. Ah, d'accord. Et on a énormément de gens qui ont été réfugiés à un moment donné. Encore une fois, on a un continent très accueillant. Donc, les gens qui doivent partir partent, parfois ne s'enregistrent pas auprès de nous, auprès du gouvernement comme réfugiés, mais ils arrivent dans un endroit. Pas oublier non plus que dans cette région dans laquelle nous nous trouvons, une personne qui fait partie de la CEDEAO et qui décide pour une raison X ou Y de quitter, peut partir et peut s'installer en tant que citoyen de la CEDEAO. Et pas forcément déclaré, même si la personne pourrait, du fait des raisons qui ont amené cette personne à partir, pourrait dire « moi je veux demander l'asile ». Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes célèbres qui ont à un moment donné dû fuir leur domicile, soit à cause de conflits, soit à cause d'une persécution individuelle. Très bien. Merci beaucoup. Merci bien. Merci pour cette occasion. Ah oui, non, mais j'étais sûr qu'on aurait des réponses à toutes nos questions. Pas toutes les questions, mais on a essayé. De nos espérances. On a essayé. Donc, c'était M. Raouf Mazou, Merci bien. commissaire assistant.